Juillet 1947, Roswell, Nouveau-Mexique. Dans cette petite ville, beaucoup croient que des débris d'un objet volant non identifié ont été découverts. Les discussions sur ce qui s'est passé cette nuit d'été se poursuivent depuis de nombreuses années. Au centre de l'attention se trouve un ancien officier du renseignement militaire des États-Unis, qui affirme que non seulement des ovnis existent, mais aussi que les militaires américains utilisent des technologies avancées, supposément d'origine extraterrestre. Cet homme, Philippe Corso, sait de quoi il parle, car il a tenu dans ses mains des fragments d'appareils techniques et a vu les corps d'extraterrestres, morts lors du crash à Roswell. Le lendemain des événements à Roswell, en été 1947, le major Philippe Corso patrouillait sur la base militaire de Fort Riley, dans l'État du Kansas. À ce moment-là, il avait été confronté à quelque chose qui a remis en question toutes ses conceptions de la Terre et des cieux. À ce moment-là, Corso avait déjà réussi à faire une belle carrière, devenant un officier de renseignement respecté et le commandant d'une équipe, et il tenait littéralement le doigt sur le bouton nucléaire. Corso était convaincu que dans l'une des caisses d'un bâtiment abandonné se trouvait une créature d'une autre planète. Dans son livre, intitulé « Le jour après Roswell », il a décrit les événements de ce jour-là et d'autres révélations. Le livre est sorti en 1997 et a immédiatement figuré sur la liste des best-sellers du New York Times. Lors de la présentation, 5 colonels se sont approchés de lui, confirmant l'authenticité de tout ce qu'il avait décrit. Philippe Corso est décédé en 1998, mais les matériaux publiés dans son livre suscitent encore des débats. Aujourd'hui, pour la première fois, l'histoire de sa carrière militaire sera racontée, et des matériaux sensationnels sur les ovnis seront présentés. En 1942, un an après l'attaque de Pearl Harbor, Philippe Corso, un jeune homme d'une petite ville de Pennsylvanie, a été appelé sous les drapeaux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est devenu officier de renseignement, puis, à l'âge de seulement 29 ans, agent de contre-espionnage à Rome. Sa tâche consistait à rechercher et à éliminer les agents soviétiques afin de garantir qu'après la guerre, le gouvernement italien serait amical et non communiste. C'était une étape significative dans sa carrière et Corso était considéré comme un officier très prometteur. En avril 1947, il est revenu pour une reconversion à l'école de renseignement de l'armée des États-Unis à Fort Riley. 3 mois plus tard, en juillet 1947, la nuit fatidique est survenue, celle qui a bouleversé toute sa vie. À l'âge de 32 ans, Corso était l'officier de service responsable de la sécurité de la base. Ce soir-là, 5 camions transportant des débris d'un mystérieux objet aérien tombé à Roswell sont arrivés à la base du Kansas. Corso, en véritable éclaireur, était intrigué par cette cargaison. Il raconte qu'aux alentours de 11 h du soir, il est entré dans le bâtiment où était entreposé le chargement de Roswell. Le garde de service a informé qu'il avait jeté un coup d'œil dans l'une des caisses, mais qu'il n'avait pas pu comprendre ce qui s'y trouvait. Corso a décidé de jeter un œil lui-même. Il a vu des caisses ressemblant à des cercueils, si petites qu'elles semblaient enfantines. En soulevant la toile, il a aperçu ce qui ressemblait à un grand corps d'une créature humanoïde, avec une grande tête et des yeux. Le corps avait l'apparence humaine, mais était de manière disproportionnée court. Comme Corso s'en souvenait, c'était sa première rencontre avec une civilisation extraterrestre, et cela ne lui avait pas laissé une impression particulière. Plus tard, il a eu entre les mains des documents top secrets et des artefacts extraterrestres, qui, selon lui, ont constitué la base d'une nouvelle explosion technologique mondiale. Cependant, en 1947, il restait encore toute une décennie avant ces événements. En 1950, pendant la guerre de Corée, les suppositions de Philippe Corso concernant des êtres extraterrestres ont été confirmées par de nouveaux faits. Il a rejoint l'état-major du général Douglas MacArthur en tant que spécialiste de l'ONU pour la planification des frappes d'artillerie. Après le cessez-le-feu de 1953, Philippe Corso est resté en Asie en tant qu'officier de renseignement, s'occupant de la rapatriement des prisonniers de guerre américains. Il a fait la connaissance de Corso alors que celui-ci travaillait dans un programme ciblé sur les affaires des prisonniers de guerre dans les troupes d'Extrême-Orient sous le commandement du général Douglas MacArthur. Plus tard, Corso a poursuivi son travail au Conseil de sécurité nationale en tant qu'officier permanent auprès du président Dwight Eisenhower. Selon les archives militaires, en juillet 1953,
Corso a été promu au grade de lieutenant-colonel. Il affirmait qu'il était un conseiller de confiance d'Eisenhower et que c'était lui qui avait informé le président de l'infiltration croissante du KGB au sein de la CIA. Corso se souvenait comment il avait crié haut et fort à ce sujet lors du Conseil de sécurité nationale. Selon ses dires, Eisenhower l'avait nommé commandant de son unité de combat personnelle en signe de reconnaissance pour ses mérites envers le pays. En 1957, Corso est devenu commandant d'un bataillon d'artillerie sur le site d'essai de missiles du Canyon Rouge. En octobre de la même année, il commandait déjà un régiment en Allemagne de l'Ouest, développant de nouvelles stratégies de sélection des cibles pour des frappes nucléaires. Corso a prouvé à tous qu'il pouvait obéir aux ordres, mais il faisait également preuve d'initiative, car il était le commandant d'une batterie d'armes nucléaires. Si une guerre avec l'Union soviétique avait éclaté dans les années 1950, alors qu'il servait en Allemagne, il aurait pris des décisions unilatérales concernant l'utilisation de l'armement nucléaire qui était sous sa responsabilité. Cependant, après son retour d'Allemagne, la carrière de Corso a changé radicalement. Officier de renseignement talentueux, contre-espion intrépide et commandant d'artillerie sous le contrôle duquel se trouvait l'arme la plus puissante du monde, il est devenu, de manière inattendue, réserviste dans la garde nationale. Depuis octobre 1960, Corso était en fait à la retraite, continuant à servir à temps partiel comme conseiller d'une unité de la garde nationale. Certains pourraient penser que quelqu'un était mécontent de lui, mais les partisans de Corso croyaient qu'il était préparé pour la mission la plus importante et la plus secrète. Maintenant, sa carrière était dirigée par le général de corps d'armée Arthur Trudeau, qui était devenu un puissant mentor pour Corso. Trudeau, diplômé de West Point en 1924, avait rapidement acquis la réputation d'un officier visionnaire et bien informé sur les hautes technologies. Pendant la guerre froide, il a été l'un des premiers à former des officiers de renseignement aux technologies. En 1958, il a été nommé responsable de la recherche scientifique au sein des forces armées et lorsque Trudeau a eu besoin d'assistants, il a choisi Corso. Corso se souvenait comment le général l'avait appelé et lui avait dit qu'il allait organiser un département des technologies étrangères et le nommerait à sa tête. Ce moment dans la carrière militaire de Corso peut être facilement vérifié en consultant les archives. Il a effectivement travaillé au Pentagone et il avait un bureau là-bas. Il existait même une liste de personnel confirmant son travail pour le général Trudeau. Cependant, après la nomination de Corso au Pentagone, il est devenu plus difficile de suivre sa carrière dans les archives. Il s'est avéré assez difficile de confirmer ses déclarations. Corso écrivait que son travail au Pentagone était lié à l'analyse d'informations sur les technologies militaires étrangères, telles que l'armement hélicoptère français ou les technologies britanniques, y compris la reconstruction d'un chasseur à décollage et atterrissage verticaux. Avec sa participation, ces technologies étaient recréées de A à Z. Les militaires ont mené pendant des années une série de projets dans le cadre desquels l'équipement technologique de l'ennemi était étudié par des scientifiques américains. L'une des tâches de Corso était d'étudier ces technologies étrangères, par exemple françaises, et de les recréer. Si quelque chose d'intéressant était découvert, cela était intégré dans le programme technologique américain. La recréation de technologies jouait un rôle important dans l'espionnage durant la guerre froide. L'Union soviétique a utilisé des avions de chasse militaires américains capturés pour recréer des technologies américaines, tandis que les États-Unis utilisaient des MiG soviétiques dans un but similaire. Philippe Corso, ancien officier du renseignement militaire, s'occupait d'étudier les technologies étrangères, mais en juillet 1961, sa vie a changé de manière radicale. Le général Trudeau l'a convoqué dans son bureau et lui a donné un ordre inhabituel: étudier les technologies obtenues en 1947 sur le site du crash d'un vaisseau spatial extraterrestre à Roswell, dans l'État du Nouveau-Mexique. Trudeau a remis à Corso un dossier contenant des preuves indiscutables des visites d'extraterrestres sur Terre et de l'existence de technologies extraterrestres qui, selon Corso, pourraient changer le monde entier. Il se souvient: en 1947, j'ai vu les corps d'extraterrestres morts dans le crash, près de la base militaire de Roswell. Cette description correspondait aux témoignages d'autres témoins qui affirmaient avoir vu le crash de leurs propres yeux. Ils décrivaient de petites créatures extraterrestres ressemblant à des humains, avec 4 doigts sur les mains, des jambes fines, des têtes disproportionnellement grandes et de grands yeux en amande. Ces descriptions n'étaient pas aléatoires. Elles apparaissaient dans des documents secrets, recueillis à la suite d'une enquête gouvernementale.
dont l'origine n'a toujours pas été établie. Corso insistait sur le fait qu'il n'avait parlé à personne de ses observations à Fort Riley. En été 1960 et étant colonel, il avait été affecté à un projet du Pentagone qui l'avait contraint à revenir sur des événements anciens. Il a dirigé des travaux de recherche au Pentagone, obtenant un poste avec des pouvoirs considérables. L'objectif principal était d'obtenir une supériorité militaire des États-Unis de plusieurs dizaines de fois, partage-t-il. Nous étions convaincus que nous y parviendrions. Nous avions une organisation, nous avions de l'argent, nous avions des cerveaux. Pendant la guerre froide, le gouvernement était préoccupé par le fait que les Russes pourraient accéder à des matériaux extraterrestres ou, pire encore, que des extraterrestres pourraient utiliser leur puissante technologie pour envahir la Terre. Corso affirmait qu'un simple classeur contenait des artefacts extraordinaires provenant du site de la catastrophe à Roswell. Parmi eux se trouvait un morceau de métal super résistant, probablement destiné à protéger les pilotes extraterrestres, une tige qui semblait tirer un rayon rouge brûlant, et un casque extraterrestre, probablement utilisé pour transmettre des pensées ou contrôler un vaisseau spatial. Corso a également découvert un ensemble de miniatures de circuits électriques, qui pourraient être des prototypes de puces prêtes à l'emploi, des fils flexibles transmettant la lumière, et des lentilles permettant de voir dans l'obscurité. On suppose qu'ils ont été extraits des yeux d'êtres extraterrestres. Pour comprendre le contenu mystérieux du meuble de classement, Corso s'est plongé dans des documents gouvernementaux secrets qui faisaient état de technologies chez les extraterrestres découvertes à Roswell. Selon ses affirmations, certains des scientifiques les plus éminents du monde, tels que Werner von Braun et Robert Oppenheimer, avaient eu accès au site de l'accident. Corso se souvient que le général-lieutenant Rudo lui avait donné carte blanche pour constituer sa propre équipe. Je pouvais inclure dans cette équipe qui je voulais, des ingénieurs, des scientifiques, et même, et c'était ma demande, des Allemands. Il avait demandé à recruter quelques spécialistes allemands. En se basant sur une étude approfondie des rapports concernant Roswell, Corso a élaboré sa théorie sur le principe de fonctionnement du vaisseau spatial extraterrestre. Le lieutenant-colonel croyait que le vaisseau spatial pouvait effectuer des sauts, affirmant « Il n'est pas venu de quelque part là-bas jusqu'à la Terre, il a sauté jusqu'à nous ». Selon les affirmations, il existait une sorte d'onde autour du vaisseau spatial, lui permettant de fonctionner non seulement comme un engin spatial, mais aussi comme une machine à voyager dans le temps. Pour parcourir de telles distances énormes, le vaisseau devait sortir des limites de notre continuum espace-temps habituel, en sortir et apparaître soudainement à un nouvel endroit. Dans les carnets personnels de Philippe Corso se trouvaient des esquisses confirmant visuellement sa conception. Il supposait que le vaisseau des extraterrestres était contrôlé par un casque télépathique, épousant le crâne de l'être. Ce casque, selon lui, pouvait être tourné, alignant ses capteurs avec différentes zones du cerveau et les images émergentes. Corso insistait sur le fait qu'il avait terminé la phase initiale de ses recherches et était prêt à passer à la phase suivante. Il avait l'intention de transmettre les technologies extraterrestres obtenues à Roswell à certains spécialistes pour un développement ultérieur. Imaginez ce qui se serait passé si le vaisseau spatial s'était écrasé sur Terre et que des fragments de technologies extraterrestres devenaient accessibles aux terriens. Corso aurait, selon les dires, découvert ces fragments et les aurait distribués dans des laboratoires de recherche, ce qui, selon lui, a conduit à un changement radical des technologies les plus avancées sur Terre. Au début des années 60, la puissance militaire américaine était concentrée sur la victoire dans la guerre froide. Le lieutenant-colonel Corso voulait impliquer dans cette lutte les technologies extraterrestres obtenues à Roswell. À la fin de l'été 1961, il a commencé à contacter des laboratoires militaires au sujet des artefacts extraterrestres. Dans ces laboratoires, des scientifiques civils travaillaient également sur du matériel secret. Corso se sentait à l'aise de travailler avec eux, car l'accès aux travaux secrets était la préoccupation même des laboratoires. En Amérique, il existait de nombreux laboratoires de haute technologie où des scientifiques civils travaillaient sur des projets militaires classifiés. Los Alamos, lieu de réalisation du projet Manhattan, était peut-être le plus connu d'entre eux. En 1961, Fort Belvoir en Virginie développait des systèmes de vision nocturne dans le cadre de 10 projets. Corso affirmait que c'était le premier laboratoire auquel il avait transmis des technologies extraterrestres. Cependant, Corso ne pouvait pas le déclarer ouvertement.
Pour faire comprendre l'importance de ces découvertes, il devait s'adresser spécifiquement à ceux qui comprenaient ces technologies. Selon Corso, des témoins de Roswell avaient rapporté que le vaisseau des extraterrestres utilisait une technologie connue sous le nom de renforcement de l'image. Si quelqu'un entrait à l'intérieur du vaisseau et se retournait, le monde extérieur apparaissait aussi lumineux que pendant la journée, même si tout se passait la nuit. Corso affirmait également qu'il existait des lentilles extraites des yeux des extraterrestres, capables d'amplifier la luminosité. Bien qu'il soit inconnu dans quelle mesure ces deux caractéristiques étaient liées, il croyait que leur valeur potentielle était indéniable. À la fin de l'été 1961, il montra aux chercheurs de Fort Belvoir ces lentilles et d'autres technologies extraites du site de l'accident à Roswell. C'était une technologie dont le développement pouvait être retracé en rétrospective jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, démontrant une progression géométrique dans son développement au fil des ans. Peut-on, comme l'affirme Corso, attribuer cela aux découvertes de Roswell? À son avis, c'était exactement le cas. Il disait qu'il ne pouvait pas développer seul la technologie de l'interface par laquelle les extraterrestres contrôlaient le vaisseau. Le fait est que l'appareil ne fonctionnait qu'en interaction avec le cerveau de l'extraterrestre. Cependant, cet échec n'a pas empêché le développement d'un autre artefact de Roswell, une puce carbonisée. Petit objet, mesurant environ 20 à 50 cm², il avait deux fils qui en sortaient. Au centre se trouvait une petite dépression avec de fines fils que les chercheurs pensaient maintenir des plaques cristallines. Philippe Corso, ancien officier du renseignement militaire, affirmait qu'il avait apporté cet objet au laboratoire Bell où 14 ans auparavant le transistor avait été créé. Selon lui, les scientifiques de ce laboratoire avaient pu étudier et reproduire une puce extraterrestre. Il réfléchissait à ce qui pourrait se passer si cela était réellement le cas. Je pense ceci, en très peu de temps, le monde changerait radicalement, partageait-il ses pensées. Corso soulignait qu'après la création des circuits intégrés au début des années 60, c'est exactement ce qui s'était produit. Les appareils électroniques, des téléphones portables aux ordinateurs portables, étaient devenus une réalité. Corso affirmait également que la puce de Roswell avait été endommagée lors de l'accident, mais qu'il avait un autre objet extraterrestre qui fonctionnait pleinement. Il savait d'après les rapports que lorsque les gens éclairaient cet objet autour d'eux, il provoquait une combustion à l'endroit où il était dirigé. « Je savais quelque chose à ce sujet », disait-il, se référant à des rapports militaires secrets, dans lesquels il était supposé que cet artefact de Roswell était une sorte d'outil de coupe qui pouvait être utilisé dans divers domaines. À la base aérienne Hughes, à la fin des années 50 et au début des années 60, les chercheurs travaillaient sur le premier équipement laser pour l'aviation militaire. Cependant, les ingénieurs avaient des difficultés à créer un équipement réellement fonctionnel. Selon Corso, il leur avait montré un outil de coupe extraterrestre, ce qui avait accéléré le processus de développement. Après l'année 60, les gens ont trouvé de nouvelles façons de créer des lasers, notait-il, soulignant comment la science et la technologie avaient évolué. Corso mentionnait également que son classeur contenait d'autres trésors du trésor de Roswell, parmi lesquels se trouvaient des tubes en verre, illuminés de lumière multicolore. « Je les ai envoyés au laboratoire Bell », disait-il, ajoutant que c'est à ce moment-là que les premiers pas avaient été faits vers la plus grande découverte dans le domaine de la fibre optique. De nombreux chercheurs en ovni construisaient des théories selon lesquelles le vaisseau spatial des extraterrestres n'avait pas de fils, mais était entouré de fibres optiques. La transmission d'informations par la lumière, comme il s'est avéré, n'était pas une nouvelle technologie. Son apparition était datée de 1880, lorsque Alexander Bell expérimentait avec un dispositif qu'il avait nommé photophone. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler, mais à l'époque, de sérieux scientifiques considéraient que le photophone était une invention plus impressionnante que le téléphone, notait Corso. Cet appareil permettait de transmettre un signal vocal par un faisceau de lumière. Corso pensait que l'humanité n'avait pas réussi à transmettre des données par la lumière, car les scientifiques n'avaient pas pu trouver un moyen par lequel un faisceau de lumière contournerait les angles. Cependant, il affirmait que les artefacts de Roswell avaient aidé à résoudre ce problème. C'est une fibre de verre et il disait « Waouh, la lumière contourne vraiment un angle », se souvenait-il. Les chercheurs ont conclu que cela se produisait parce que la lumière était en quelque sorte emballée dans une enveloppe. Le conditionnement, l'emballage, c'est la découverte clé, soulignait-il. Bien que la fibre optique ne soit entrée en usage courant qu'à partir des années 1970,
Les chercheurs sur les ovnis croient que c'est cet emballage dans une enveloppe dans cet artefact extraterrestre qui a permis le développement de la technologie de la fibre optique terrestre. Corso s'est également intéressé à l'étude de fibres super résistantes qui, selon ses rapports militaires, faisaient une partie des combinaisons de vol des extraterrestres. Ce qui m'a le plus frappé dans ce matériau, c'est le fil que je ne pouvais même pas couper avec une lame. Partageait-il, soulignant que malgré son apparence simple, cette fibre possédait des propriétés étonnantes. Dans son livre, Philippe Corso émet l'hypothèse sur la composition des fibres utilisées dans la combinaison de vol des extraterrestres. Il affirme que ces matériaux étaient probablement très vulnérables, mais protégés contre des charges énergétiques incroyables grâce à leur super résistance. Corso décrit que les extraterrestres ne portaient pas simplement une combinaison faite de telles fibres, mais s'enroulaient avec, créant une sorte de cocon. Corso s'est intéressé à la possibilité d'utiliser ces fibres pour développer des gilets pare-balles super résistants pour les militaires et les forces de l'ordre. Il rapporte que les militaires ont transmis le matériau à l'Université du Colorado dans le but de reproduire cette technologie. Comme Corso l'avait prédit au milieu des années 1960, il y a eu une percée significative dans la création de matériaux super résistants basés sur des technologies polymères, similaires à celles des molécules dont était fabriqué le matériau extraterrestre. En 1965, le Kevlar a été inventé, un matériau qui a commencé à être utilisé dans les gilets pare-balles et qui, selon Corso, résistait à des impacts plus forts que l'échantillon extraterrestre. Il ne fait aucun doute que la période de travail de Corso au Pentagone coïncidait avec une explosion technologique aux États-Unis. Les partisans de Corso affirment que les technologies extraterrestres ont joué un rôle important dans ce processus, cependant, beaucoup voient la situation différemment. Dans son best-seller « Le jour après Roswell », le colonel Corso affirme qu'il a intégré des technologies extraterrestres, découvertes en 1947 à Roswell dans le domaine des technologies militaires américaines. Ses opposants estiment que la percée des années 60 n'était pas le fait d'une seule personne et s'est produite sans l'intervention d'extraterrestres. Certains préfèrent penser qu'une personnalité héroïque nous a introduits dans un nouveau monde de technologies avancées, obtenues de soucoupes volantes. Cela semble bien sûr séduisant, mais compte tenu du nombre de grands programmes scientifiques et de recherche, la réalité était tout autre. Par exemple, le programme de moteur nucléaire dans lequel travaillaient 3500 personnes et pour lequel on dépensait 100 millions de dollars par an nécessitait des ressources considérables pour le développement d'une nouvelle technologie. Corso affirmait que le passage de la théorie à la mise en œuvre pratique du laser s'était produit après l'étude d'un appareil trouvé parmi les débris à Roswell. Cependant, pour les historiens des sciences, cela semble de la science-fiction. Le laser est un exemple d'invention qui ne s'est pas produite soudainement. L'histoire du laser a commencé en 1951 lorsque le physicien Charles Towns se promenait à Washington. Il a eu une illumination, mais l'invention elle-même n'est apparue que des années plus tard. Towns se souvient. Je me suis réveillé tôt le matin avec une inquiétude au sujet du travail. Nous n'arrivions pas à avancer. Il y avait encore du temps avant le petit déjeuner, alors je suis allé me promener dans le parc. Tout à coup, je me suis dit « Attends une minute, nous pouvons prendre des molécules. » Tout un ensemble de molécules et tout en état excité avec une énergie excédentaire. Il a noté ses idées et a bientôt commencé à travailler sur le projet. Il lui a fallu 2 ans et 50 000 $ avant qu'il puisse assembler le premier laser, qui n'était en réalité pas un laser au sens habituel. Le premier dispositif laser utilisait des micro-ondes, tandis que la lumière invisible. Le laser fonctionnant dans la gamme de la lumière n'a été créé qu'en 1960, 9 ans après que le professeur Towns ait esquissé ses premières notes. En ce qui concerne le rôle décisif des extraterrestres dans cette découverte, selon Towns, non. Les extraterrestres n'avaient rien à voir avec la technologie du laser. Il ajoute que, malheureusement, les extraterrestres n'ont pas aidé l'humanité. Alors que l'émergence des technologies laser avançait lentement et difficilement, les circuits intégrés se développaient beaucoup plus rapidement. Cependant, le progrès le plus significatif a été réalisé par les scientifiques déjà après la retraite de Corso. En 1971, un véritable tournant s'est produit dans le domaine des technologies lorsque Ted Hoff, ingénieur, a développé le concept de placer l'intégralité d'un microprocesseur sur un seul morceau de silicium.
Cette avancée a conduit à la création d'une puce informatique qui, comme le souligne Hoff, n'a rien à voir avec des petits hommes verts. Le principal avantage du circuit intégré réside dans sa capacité à contrôler le flux des électrons, et dans certains cas, même leur absence. Hoff a commencé ses recherches dans ce domaine en 1968. Cependant, il n'est pas d'accord avec l'affirmation de Philippe Corso, selon laquelle la version terrestre de la puce est apparue grâce à un échantillon extraterrestre trouvé sur le site de l'accident près de Roswell. Hoff note que si un quelconque écrasement avait eu lieu, il y aurait probablement eu des destructions qui auraient pu compliquer l'examen de l'équipement. Il souligne également que même si un certain équipement était tombé entre les mains des chercheurs, sans le contexte de son utilisation, ils n'auraient pas pu comprendre à quoi il était destiné. Hoff affirme que pour recréer des circuits intégrés, comme le prétend Corso, un microscope électronique à balayage serait nécessaire, celui-ci n'ayant été inventé qu'en 1966. Même aujourd'hui, pour examiner un tel dispositif, un équipement puissant est requis, car un microscope optique ordinaire ne donnerait pas le résultat escompté. Hoff exprime des doutes quant à la capacité de quiconque à cette époque de comprendre de quel appareil il s'agissait. Corso a également affirmé que des câbles en fibre optique extraterrestre avaient aidé les scientifiques, cependant les historiens des sciences réfutent en cela, en soulignant que la création des technologies de la fibre optique nécessitait des années d'efforts de diverses disciplines scientifiques. Cette idée a commencé à se développer en 1965 lorsque des lasers ont été introduits, et le potentiel commercial de la fibre optique a été reconnu. Peu après, un groupe d'investisseurs a lancé un projet à Corning qui a conduit à la création de la fibre optique en 1970. Un faisceau laser focalisé a considérablement amélioré la puissance du signal et les chercheurs de Corning ont développé une variété vitreux de silicium fondu, capable de transmettre beaucoup plus d'informations que le fil de cuivre. Ainsi, la fibre optique est devenue commercialement viable 10 ans après que Corso, selon ses dires, a accéléré l'apparition de cette technologie. Cependant, la véritable percée réalisée par Don Keck, Peter Schultz et Bob Maurer à Corning résidait dans la création d'une nouvelle méthode de production de verre. Corso a également affirmé qu'il avait contribué à un saut quantique dans le domaine des technologies d'amplification d'images. Cependant, les historiens des sciences notent que les technologies qui transforment la nuit en jour ont été développées pendant des décennies. Le début de ce processus peut être attribué aux années 40, lorsque les troupes alliées dans la région du Pacifique ont commencé à utiliser des dispositifs d'amplification d'images. Le premier appareil de vision nocturne, créé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, utilisait l'imagerie thermique, transformant l'énergie thermique en spectre visible à l'aide de rayons infrarouges. Au début des années 1960, William Spicer, un chercheur du département de la Défense, a développé une technologie d'amplification d'images et les scientifiques de la base de Fort Belvoir ont poursuivi son travail. Les dispositifs d'amplification d'images ne nécessitent pas de lumière supplémentaire et fonctionnent de manière similaire aux récepteurs radio, recevant et amplifiant les ondes lumineuses. Aujourd'hui, les amplificateurs d'images sont suffisamment petits pour être fabriqués sous forme de lunettes, capables d'amplifier la lumière jusqu'à 35 000 fois. Les scientifiques affirment que même si Corso avait réellement eu un amplificateur d'images extraterrestres, sa démonstration dans les années 60 n'aurait pas accéléré le développement de cette technologie, car le niveau technique requis était atteint très lentement. La véritable création des appareils de vision nocturne a été le résultat de développement d'ingénierie véritablement remarquable. De plus, les fibres ultra-résistantes de Corso, selon les experts en technologie, ne provenaient pas de combinaisons spatiales extraterrestres, mais étaient le résultat de nombreuses années de recherche de la scientifique Stephanie Kwolek, qui travaillait pour la société Dupont. En 1965, elle a appris à créer des chaînes d'atomes ultra-résistantes, et en 1971, le Kevlar est apparu sur le marché. La théorie selon laquelle quelque chose de similaire au Kevlar aurait été largué d'une soucoupe volante me surprend. Il me semble qu'elle est offensante pour une personne comme Stephanie Kwolek, qui a investi d'énormes efforts et des années de sa vie, ainsi qu'un potentiel intellectuel considérable pour percer ces secrets de la nature. De plus, certains sceptiques affirment que le colonel Corso n'avait tout simplement pas la formation technique suffisante pour diriger un quelconque programme de récupération de technologie. J'ai lu certains documents rédigés il y a de nombreuses années
et j'ai compris que cela n'a rien à voir avec les hautes technologies. J'ai travaillé dans des entreprises telles que General Electric, Westinghouse, General Motors, TRW Systems et McDonnell Douglas, avec de nombreux scientifiques et ingénieurs remarquables. Je suis moi-même physicien. Dans ce que Corso a écrit, je n'ai trouvé rien qui indique ses connaissances, ses compétences, son talent ou sa qualification. Corso a répondu à cela en disant que son équipe de scientifiques de haut niveau l'avait aidé à interpréter la découverte à Roswell. Je n'avais pas de formation ou de qualification spéciale pour cela. Vous savez, les technologies sont devenues très complexes, mais heureusement, des scientifiques allemands ont travaillé avec nous. Je connaissais tout le monde. Ceux qui doutent de l'identité de Corso posent également des questions sur son grade. Ils estiment qu'un simple lieutenant-colonel ne pouvait pas diriger des projets aussi sérieux. Je pense qu'il est très révélateur du point de vue de l'attitude des militaires à son égard, qu'il n'était même pas colonel, mais seulement lieutenant-colonel malgré toutes ces années de service. Néanmoins, il y a des gens qui affirment savoir comment fonctionne la machine militaire américaine et qui soutiennent Corso. À l'époque, vous savez, un lieutenant-colonel avait beaucoup plus de pouvoir et occupait une position plus élevée que les lieutenants-colonels modernes. Même aujourd'hui, les lieutenants-colonels possèdent des connaissances significatives sur des objectifs et des opérations tactiques et stratégiques importants. Les militaires avec lesquels, selon Corso, il a travaillé, disent qu'aucune étude ni développement de technologies extraterrestres n'a eu lieu. Il n'existe aucun rapport, directive ou document pouvant confirmer les déclarations de Corso sur la reproduction de technologies extraterrestres. Néanmoins, les partisans de Corso affirment que l'absence de preuves documentaires s'explique par une raison très valable. Parmi ceux qui croient qu'un vaisseau extraterrestre s'est écrasé près de Roswell, il existe un consensus sur une question. Le gouvernement américain cache systématiquement la vérité. Le gouvernement des États-Unis et d'autres gouvernements à travers le monde font d'énormes efforts pour garder cette question secrète et lui donner une aura de mystère. Philippe Corso dit qu'il a également dû garder secrète sa programme de récupération de technologie. Nous ne pouvions pas en discuter. Nous prenions certaines décisions et ne pouvions pas en parler en dehors de notre cercle. Tout se passe bien pour nous. Nous avons les autorisations, nous avons le financement pour divers projets. En ce qui concerne la contribution de Corso au progrès scientifique, les sceptiques affirment que la technologie qu'il aurait prétendument avancée était de toute façon prête à apparaître. Comme preuve, ils citent le bandeau contrôlé par la pensée, la seule technologie extraterrestre que Corso n'a pas mentionnée comme étant utilisée sur Terre. Dans un avenir proche, cette technologie deviendra une réalité sans sa participation. Depuis les années 70, les scientifiques expérimentent avec des électroencéphalogrammes reflétant les émissions du cerveau, dans l'espoir d'établir un retour d'information et d'influencer le comportement humain. Les gens peuvent utiliser des jeux basés sur des électroencéphalogrammes pour apprendre à contrôler les états de leur cerveau. Cependant, les technologies de contrôle par la pensée ont fait encore un pas en avant. En 2004, des chercheurs ont obtenu l'autorisation de tester de minuscules implants cérébraux permettant aux personnes handicapées de contrôler des ordinateurs par leurs propres pensées. Pendant ce temps, les chercheurs sur les ovnis croient que le gouvernement lèvera un jour le voile sur les faits concernant Roswell. Cela soulève la question de savoir si la vérité sur le rôle de la technologie extraterrestre dans le développement de la fibre optique, des tissus ultra résistants, des lasers, des circuits intégrés et des systèmes d'amplification d'images restera également cachée. Certains pensent que des extraterrestres sont apparus en Égypte en 3524 avant notre ère et ont aidé les Égyptiens à construire des pyramides. Cependant, comme le fait remarquer un des commentateurs, je pense que les Égyptiens en 3524 avant notre ère étaient capables de placer une grande aiguille sur une autre. Si les Égyptiens avaient soudainement acquis des téléphones portables ou quelque chose de similaire, alors on pourrait parler d'intervention. Malgré la controverse entourant la figure du colonel Philippe Corso et ses idées controversées, sa contribution à la légende et à la connaissance des ovnis est inestimable. Les militaires, le Pentagone et le gouvernement des États-Unis n'accordent pas de telles prérogatives à la légère. Corso était très apprécié et respecté dans ces cercles. Qu'ai-je à perdre à mon âge ? Réfléchissait-il. Je dois transmettre cela à mes enfants et petits-enfants, car je ne sais pas combien de temps il me reste. Cette pensée l'a hanté pendant de nombreuses années. Il se répétait souvent « Pourquoi moi ? Pourquoi ai-je toutes ces informations ?»
Corso se souvenait que son père disait « Aujourd'hui, seulement 10% de cette histoire est connue. Le reste reste encore caché,